Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'estimation et l'échantillonnage dans laquelle on va traiter donc des exemples sur l'intervalle de confiance mais aussi l'intervalle de fluctuation asymptotique. Surtout parce qu'il faut également apprendre non seulement à les utiliser mais aussi à les distinguer, c'est-à-dire à savoir dans quel cas utiliser l'un et dans quel cas utiliser l'autre. Et on commence tout de suite avec une correction d'un exercice du baccalauréat, ça c'est tiré d'un annale. Donc, on va lire le texte déjà. Une étude réalisée en l'an 2000 a permis de montrer que le pourcentage de Français consommant régulièrement des glaces était de 84%. Alors, on ne sait pas encore si on va s'en servir, mais déjà, prenons cette info. Ensuite, il y a une petite pause. Et vous voyez, on passe du coup de l'an 2000 à l'année 2010. D'accord? Donc, il y a un changement d'année et donc un changement de l'analyse qu'on fait. Donc, ça, c'est important de le noter. Donc en 2010, sur 900 personnes interrogées, 795 d'entre elles se déclarent consommer des glaces. Vous voyez, on est passé du coup à une autre analyse. Vous voyez que on parle d'une première étude réalisée en l'an 2000 et en 2010, on interroge 900 personnes. Donc ça veut dire que c'est une autre étude. Peut-on affirmer au niveau de confiance 95% et à partir de l'étude de cet échantillon, vous voyez donc, il parle de cet échantillon-là, donc c'est l'échantillon de l'année 2010. Que le pourcentage des Français consommant régulièrement des glaces est resté stable entre les années 2000 et 2010. Alors ici, on pourrait être induit en erreur parce qu'en effet, on nous fournit une proportion effective juste là. Vous voyez, ça c'est une proportion effective. Mais de l'autre côté, ce n'est pas concernant l'échantillon qui nous intéresse. Autrement dit, ici, il faut utiliser l'intervalle de confiance et non pas de fluctuation. Alors pourquoi? Je le répète, parce que justement ce qu'on veut c'est estimer la nouvelle proportion effective, d'accord, P que l'on trouve dans l'échantillon de 2010, pas dans l'étude réalisée du coup dans l'année 2000. On ne peut pas donc prendre P 84% et l'utiliser ensuite pour déterminer si l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 95% voit donc 84 être dedans ou pas. Donc vous voyez, il faut vraiment utiliser l'intervalle de confiance ici, on n'a pas le choix. Ok, bah du coup, je vais d'abord vérifier les hypothèses d'application, c'est-à-dire n supérieur ou égal à 30, n fois f supérieur ou égal à 5, et n fois 1 moins f supérieur ou égal à 5. Et déjà, quelle est la valeur de n? Bon, n c'est égal à 900, et f, c'est-à-dire 795 divisé par 900, ça fait 0,88. D'accord? Donc ça c'est les données avec lesquelles on va travailler. Et du coup, visiblement, on trouve que 900, il est bien supérieur ou égal à 30. Ensuite, quand on fait n fois f, bah, du coup, on trouve logiquement 795. Et ça c'est visiblement supérieur ou égal à 5. Et ensuite, quand on fait n fois 1 moins f, ici, on trouve approximativement 108, qui est visiblement supérieur ou égal à 5. Alors, je vous fais juste remarquer, 0,88, c'est une valeur approchée, mais du coup, il vaut mieux juste changer le symbole d'égalité. Très bien, une fois que j'ai effectué cela, je calcule l'intervalle lui-même, autrement dit, je fais f moins 1 sur la racine carrée de n, point virgule, f plus 1 sur la racine carrée de n. Alors ici, avec les chiffres à ma disposition, ça me fait du coup 0,88 moins 1 sur la racine carrée de 900, point virgule, 0,88 plus 1 sur la racine carrée de 900. Et ce calcul-là me donne, donc en arrondissant au millième, 0,85 comme extrême inférieur et 0,917 comme extrême supérieur. D'accord? Donc maintenant, allons, une fois qu'on dispose de ce résultat, relire la question et voir qu'est-ce qu'on peut répondre. Peut-on affirmer, au niveau de confiance 95%, que le pourcentage de Français consommant régulièrement des glaces est resté stable? Alors, pour que ça reste stable, ça veut dire que, bah, du coup, on devrait, comme on sait que la nouvelle proportion effective, elle se trouve là-dedans, bah, on sait que cette proportion-là, elle est entre 85% et 91,7%. Et donc, celle d'avant était à 84%. Et on voit que du coup, elle a dû forcément augmenter parce que la nouvelle valeur minimale est de 95%. Et donc, on peut dire cela.
on ne peut pas l'affirmer car la nouvelle valeur minimale est de 95%. Donc, au seuil, toujours 95%, ce pourcentage a augmenté. Vous voyez donc, avec une petite phrase comme ça, on peut conclure l'exercice. C'était assez simple tout de même. Voilà, maintenant je vais vous faire un deuxième exemple que j'ai pris. Un exemple un peu différent justement, c'est pour ça que ça m'intéresse. C'est tiré du coup toujours dans la du bac, mais cette fois-ci c'est un QCM. Alors on a l'Office du tourisme souhaite effectuer un sondage pour estimer la proportion des clients satisfaits des prestations offertes par dans la station de ski. Pour cela, il utilise un intervalle de confiance de longueur 0,04 avec un niveau de confiance de 0,95. Le nombre de clients interrogés est, et voilà, on a 4 options. Alors, vous voyez qu'ici, il nous dit très clairement qu'on est en train d'utiliser un intervalle de confiance de longueur 0,04. Mais qu'est-ce que cela veut dire ça? En fait, la longueur, ou parfois on dit l'ampleur d'un intervalle, ça correspond à ça. Si vous avez un intervalle AB, du coup sa longueur, d'accord, elle sera égale à, la longueur c'est égal à B moins A, c'est-à-dire l'extrême à droite moins l'extrême à gauche, d'accord? Et nous, qu'est-ce qu'on sait? On sait que l'intervalle de confiance est un intervalle du coup du type f moins 1 sur la racine carrée de n, point virgule, f plus 1 sur la racine carrée de n. Alors du coup, c'est quoi sa longueur? Sa longueur à lui, c'est du coup, je prends cet extrême-là, donc l'extrême qui a le rôle de b, ici, vous voyez, et donc j'écris f plus 1 sous la racine carrée de n, et j'y soustrais l'autre extrême, donc celui qui a le rôle de a dans mon exemple précédent. D'accord? Vous voyez, je respecte la formule que je venais de vous donner. D'accord? Et d'ailleurs, c'est assez logique quand même. Ok? Donc ça, c'est f moins 1 sur la racine carrée de n. Faites attention à ne pas oublier la parenthèse ici, c'est vraiment important. Ok, maintenant, continuons juste ce petit calcul. Du coup, ça nous fait f plus 1 sur la racine carrée de n moins f plus 1 sur la racine carrée de n. Vous voyez que f et f disparaissent et donc on se retrouve avec 2 divisé par la racine carrée de n. D'accord? Or, quelle est la question ici? Ici, il dit qu'il va utiliser un intervalle de confiance de longueur 0,04. Donc on sait que cette valeur de la longueur est égale à 0,04. Je ne sais pas quelle est la fréquence, mais je sais en tout cas que la longueur est 0,04. Alors je vais me le noter ici, vous allez voir comment je vais l'utiliser. Parce que du coup, la question, ça devient quel est le nombre de clients? Autrement dit, quelle est la taille de l'échantillon que je dois prendre au minimum pour obtenir une longueur de 0,04. Et du coup, en fait, ce que je vais faire, c'est juste de résoudre cette équation-là. Je la vois du coup comme une équation, d'accord? Je vais la résoudre et trouver du coup la valeur de n, rien de plus simple. Et du coup, qu'est-ce que je fais? Je fais 2 divisé par la racine carrée de n égale à 0,04. Donc en particulier, je peux dire que 2 est égal à 0,04 fois la racine carrée de n, et que du coup, la racine carrée de n elle est égale à 2 divisé par 0,04. Alors, vous pouvez le faire à la calculatrice, ou même, c'est assez simple de le simplifier, mais bon, pour être rapide, disons que ici, je trouve du coup que ça fait 50. Donc la racine carrée de n est égale à 50, et donc ça veut dire c'est seulement si n est égal à 50 au carré, autrement dit 2500. Et cette valeur-là, eh bien, on la trouve effectivement parmi les options qui étaient proposées, elle est juste là. Donc ce sera ça ma réponse. Vous voyez du coup toujours un intervalle qui exploite votre connaissance sur l'intervalle de confiance, mais un peu différent quand même que ce qu'on voit d'habitude. Voilà. C'est toujours mieux d'en voir un, je dis, par sécurité, par mesure de sécurité. Et enfin, je vous en propose un dernier qui peut aussi tirer en erreur les lecteurs. Lisons-le. Alors, depuis plusieurs années, les associations distribuant des produits frais à leurs adhérents se développent dans tout le pays et connaissent un succès grandissant. Lors d'une émission radio consacrée à ce sujet, un journaliste annonce
que 88% des adhérents de ces associations sont satisfaits. Un auditeur intervient dans l'émission pour contester ce pourcentage avancé par le journaliste. À l'appui de son propos, l'auditeur déclare avoir réalisé un sondage auprès de 120 adhérents de ces associations et avoir constaté que parmi eux, seuls 100 ont indiqué être satisfaits. La contestation de l'auditeur est-elle fondée? Alors, pourquoi cet exercice pourrait nous mener à une erreur? Parce qu'il y a le mot sondage et qu'en général, on a appris à identifier, à associer plutôt au mot sondage l'intervalle de confiance. Parce que quand on fait un sondage, on cherche une information. Sauf que ici, ce n'est pas juste un sondage qu'on fait. En fait, nous avons eu déjà un journaliste qui a fait une annonce, l'annonce que 88% des adhérents sont satisfaits. Et cette annonce, comme c'est une affirmation que l'on fait, bah ça veut dire que P est égal à 0,88. Autrement dit, on connaît la proportion effective. Et d'ailleurs, il y a un troisième indice qui peut nous aider à discerner s'il faut utiliser l'intervalle de confiance ou celui de fluctuation. Regardez la question en fait. La question ici c'est: la contestation de l'auditeur est-elle fondée? Autrement dit, qu'est-ce qu'on veut savoir ici? On ne veut pas connaître la nouvelle proportion. Ici, on veut savoir si une contestation est fondée. Autrement dit, ici, on veut prendre une décision. Donc ici, finalement, ce n'est pas l'intervalle de confiance que je vais utiliser, mais c'est l'intervalle de fluctuation. D'ailleurs, l'annonce de 88%, vous voyez par rapport à l'exemple précédent, elle est faite dans le même contexte que la contestation de l'auditeur. Donc c'est logique que ce soit nécessaire d'utiliser plutôt l'intervalle de fluctuation. Donc ici, il faut utiliser l'intervalle de fluctuation. D'accord? Bon, après on utilisera l'intervalle de fluctuation asymptotique parce que c'est plus précis. D'ailleurs, disons, si vous le faites, ici c'est assez simple en effet parce que du coup on a f égale à 100 divisé par 120. On a p égale à 0,88. On a ensuite n bien sûr égale à 120. Et donc on peut vérifier les hypothèses assez facilement. On a n c'est égal à 120, donc supérieur ou égal à 30. Ensuite on fait n fois p, du coup ça nous fait ici approximativement 105,6 qui est supérieur ou égal à 5 visiblement. Et ensuite quand on fait n fois 1 moins p, on trouve 14,4 et donc c'est toujours supérieur ou égal à 5. Et enfin quand on fait le calcul, c'est quoi le calcul du coup? C'est celui d'habitude, je vous rappelle la formule. P1 moins 1,96 fois la racine carrée de, du coup on a ici 0,88 fois 0,12 divisé par la racine carrée de n, autrement dit de 120, point virgule, P, excusez-moi, remplaçons P d'ailleurs, P ici c'est égal à 0,88, voilà, et ici donc on a 0,88 toujours, plus 1,96 fois la racine carrée de 0,88 fois 0,12 divisé par la racine carrée de 120. Et donc, si on fait les calculs, on trouve approximativement 0,822, point virgule, 0,938. D'accord? Et la fréquence dans cet échantillon qu'on a trouvé, c'est du coup 100 divisé par 120. Hein, je vous rappelle que 100 divisé par, excusez-moi, 100 divisé par 120, ça fait approximativement 0,833. Et bien, en fait, on remarque que 0,833 appartient à l'intervalle de fluctuation qu'on a déterminé juste auparavant. Et donc, en fait, on ne peut pas remettre en question l'affirmation du journaliste grâce à ce petit sondage qui a été fait. D'accord? Parce qu'on trouve que 0,833, ça fait partie de l'intervalle. D'accord? Donc on peut dire non au seuil 95%, on rejette la contestation. D'accord? Une petite phrase comme ça est toujours nécessaire à conclure. D'accord? Ne l'oubliez jamais. Voilà, avec ces derniers exemples, on conclut notre cours sur la
l'estimation et l'échantillonnage. J'espère que c'est clair. Si jamais il y a des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je tâcherai d'y répondre. Pour le moment, je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.